Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le consul général de Tunisie. C'est avec beaucoup de plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans notre campus, donc à l'ISEC de Strasbourg. C'est un grand honneur. Nous avons eu la semaine dernière Catherine Trottmann, ancien ministre de la Culture. Et j'aurais une première question à vous poser. Qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Et j'aurai d'autres questions par la suite. Bonjour, professeur Hamel. C'est un grand plaisir et un honneur aussi d'être ici à l'ISEC. Je vous remercie infiniment pour cette invitation. Moi, je m'appelle Mohamed Trabelsi, je suis le consul général de Tunisie. Je suis à Strasbourg depuis 2015. Je suis également représentant de la Tunisie auprès du Conseil de l'Europe et j'assure la coopération avec le Parlement européen. C'est-à-dire, j'ai 3 casquettes. La casquette de consul général dans la circonscription consulaire, c'est-à-dire l'Alsace, la Lorraine et la Franche-Comté. La deuxième, c'est la coopération avec le Conseil de l'Europe, avec lequel on entretient d'excellents rapports, parce que la Tunisie, comme vous le savez, est en transition démocratique, et le Conseil de l'Europe représente l'institution européenne par excellence sur le plan droits de l'homme, démocratie et état de droit. C'est un partenaire privilégié depuis la révolution tunisienne. Et puis, moi, j'entretiens toujours des contacts avec les eurodéputés. Ok, très très bien. J'ai cru comprendre que vous êtes le doyen des consuls. C'est quoi ce poste, cette fonction? Oui, effectivement, je suis doyen du corps consulaire depuis 2019. C'est une fonction donnée aux plus anciens, et ce n'est pas aux plus vieux ni aux plus jeunes. Je suis le plus ancien en poste à Strasbourg. C'est pour cela que j'assure la fonction de doyen du corps consulaire, selon la Convention de Vienne, bien sûr, et j'assure le président de l'association du corps consulaire. D'accord, super. Alors j'ai encore une question. C'est vrai que tout à l'heure on en a parlé, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez eu l'idée, peut-être le matin ou quand vous étiez très jeune, de rentrer dans la diplomatie et de dire je serai peut-être consul. Alors comment on fait pour être consul? En fait, c'était pour moi un choix à partir du baccalauréat. J'ai eu mon bac à Tunis, bac lettres, et puis j'ai fait mes études à la faculté de droit et de gestion de Tunis sur les relations internationales, notamment avec une spécialité sur le côté économique. Pendant cette période, mes études se sont focalisées essentiellement sur la finance internationale, sur les organisations internationales, l'OMC, l'arbitrage international, ainsi que le commerce international et le libre-échange, et la communication et le marketing, puisque vous enseignez la communication et le marketing. Après, j'ai fait le concours des secrétaires des Affaires étrangères. C'est un concours qui est organisé par le ministère des Affaires étrangères chaque année. On était nombreux, à peu près à cette époque 3400 personnes. Seulement 16 personnes ont été retenues pour continuer leurs études à l'ENA. D'accord. J'ai fait l'ENA pendant une année, une formation axée essentiellement sur les relations internationales, sur les organisations internationales également, sur le droit international, le droit administratif. Et ma deuxième année, j'ai fait un mémoire de fin d'études sur la crise financière sud-est asiatique, diagnostic et enseignement. Parce que c'était à cette époque, en 1997-98, c'était la crise financière en Asie du Sud-Est. J'ai fait mon stage après en Espagne et j'ai commencé mon travail au ministère des Affaires étrangères, notamment à la division États-Unis. D'accord. Mon premier poste, vous voulez que je vous parle de mes postes à l'étranger? Ah oui, c'est extrêmement intéressant. Mon premier poste était à Belgrade, où j'ai découvert un pays extraordinaire que j'ignorais complètement, parce que j'étais prédisposé d'aller peut-être
à Washington, puisque j'étais chargé de dossiers États-Unis à cette époque. Mais j'étais agréablement surpris parce que moi qui adorais l'histoire, notamment l'histoire contemporaine du XXe siècle, la Première Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, pendant mes études universitaires, j'étais très penché sur cette histoire. J'ai fait Belgrade parce que vous connaissez l'histoire de la Première Guerre mondiale dans les Balkans. Et puis j'étais muté en Allemagne, à Berlin, en tant que conseiller de communication et attaché de presse de notre ambassade à Berlin. J'ai appris l'allemand pendant mes études universitaires, alors ça m'a aidé énormément. Puis j'ai regagné Tunis pour passer 3 ans dans ma spécialité que j'ai entamée, que j'ai approfondie sur les relations avec l'Asie du Sud-Est pendant 3 ans. Et j'ai été affecté à Tokyo, où j'ai vécu le grand séisme de 2011 ainsi que la crise nucléaire. Et j'étais à cette époque à la tête de notre ambassade à Tokyo. C'était très difficile, mais grâce à un travail d'équipe, on a gagné, on a réussi à surpasser cette crise majeure sur le plan nucléaire. Puis j'ai fait 3 ans au niveau du cabinet du ministre. J'ai travaillé au cabinet du ministre pendant 3 ans. Et en 2015, j'étais affecté à Strasbourg en tant que consul. Je dirais, ouf, quel parcours! Quel parcours! Donc, si je résume bien, vous devez parler l'allemand, oui, l'espagnol. Je commence par l'arabe tout d'abord. Oui, bien sûr. L'arabe, c'est ma langue maternelle. Oui. Le français, c'est la 2e langue en Tunisie. Ouais. La 3e langue, c'est l'anglais. L'allemand, bien sûr, j'ai fait 5 ans d'études à l'Institut Goethe de Tunis. Oui, en tant que, très connu. J'ai fait le diplôme Deutsch als Fremdsprache, c'est-à-dire pour accéder aux universités allemandes. Et puis, j'ai terminé mes études en espagnol. Voilà. Je parle un peu serbe. Extraordinaire, extraordinaire. Donc, j'ai encore une question, rien à voir avec votre métier, vos déplacements, vos diplômes. Comment vous avez vécu ce confinement ? Comme tous les Français et tous les Tunisiens, nous avons vécu un confinement très difficile. Mais lorsque vous occupez un poste de responsabilité, généralement, on oublie sa personne. Et on donne la priorité aux membres de la colonie ou ce qu'on appelle les ressortissants, nos concitoyens ici. Alors on travaillait, on n'a jamais arrêté de travailler, oui. Mais on a travaillé à équipe réduite. Un tiers du personnel, notamment le personnel diplomatique, a travaillé pendant toute la période de confinement. Nous avions une mission prioritaire. D'accord. C'est d'aider les étudiants qui ont perdu leur travail, les Tunisiens qui n'ont pas pu regagner la Tunisie. Exact. De collecter les fonds, même à partir de Tunis, c'est-à-dire avoir des fonds de Tunis, mais aussi mobiliser les associations, le tissu associatif tunisien, pour venir en aide aux étudiants et aux personnes en détresse. Et heureusement, pendant toute cette période, on est venu en aide à toutes les personnes en besoin. Félicitations. Ça, c'était une mission accomplie et j'en suis fier. Félicitations. Je crois que la mission de chaque personne ou individu ou de chaque institution, c'est de tendre toujours la main aux gens qui sont les plus défavorisés. Et quelle que soit, je dirais, la nationalité, ses opinions et autres. Et ça, je vous en félicite. C'est très bien. Je voudrais ajouter quelque chose sur ce volet parce que moi, je n'ai parlé que sur le plan relation entre le consulat général et ses ressortissants. Mais nous avons fait d'excellents gestes dans le cadre du corps consulaire. On a donné des aides au département du Haut-Rhin, le plus sinistré. Mais aussi, on
on a fait un geste de solidarité avec les hôpitaux de Strasbourg, pour les hôpitaux de Strasbourg et les pompiers, ainsi que les pompiers. Ce sont ceux qui se sont mobilisés pendant cette crise. Oui. On a fait quelques gestes avec eux et c'était pour nous un geste symbolique, mais qui rapproche les deux parties. Voilà. Très bien. Alors, félicitations à vous, félicitations à votre équipe. Je vous remercie vraiment, je vous remercie, c'est un grand honneur de vous avoir aujourd'hui pour notre masterclass. Et si vous le permettez, je vais demander à Umut Seving de faire la deuxième partie de l'entretien. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, avec un grand plaisir. Bonjour Monsieur le Consul, re-bienvenue à l'ISEC Strasbourg pour cette masterclass. Donc on a pu voir un peu, découvrir votre parcours sur toutes les études que vous avez pu faire, les multiples langues que vous connaissez et que vous avez dû apprendre justement pour pouvoir faire ce métier correctement, exécuter ce métier. La première question que moi j'avais, c'était de savoir les moments forts et les moments qui sont, on va dire, qui ont été un peu plus pénibles en fait durant votre parcours, durant cette formation, durant toutes ces formations que vous avez pu faire, pour que justement nos étudiants puissent un peu comprendre la complexité de votre métier. Quels ont été vraiment les moments les plus compliqués? En fait, pendant ma carrière, toute ma carrière, j'ai eu 3 périodes très difficiles. La première, c'était en Serbie, lorsque l'état d'urgence a été décrété suite à l'assassinat du Premier ministre serbe à cette époque. Et ce n'était pas facile du tout parce que c'était ma première expérience en tant que diplomate affecté dans une ambassade, de suivre la situation. Le pays qui est sorti d'une crise majeure avec l'extradition de leur président Milosevic à cette époque. Et moi, j'étais chargé de tous les volets politiques, économiques, etc. Pour moi, c'était un poste d'apprentissage d'une importance majeure. J'ai beaucoup appris grâce à cette crise, comment la gérer, comment se comporter pendant ces périodes de violence. La deuxième, c'était pendant mon affectation à Tokyo. J'ai vécu la crise majeure nucléaire et c'était pour moi, j'étais à l'époque chargé d'affaires de notre ambassade, c'est-à-dire le numéro 1. Je devais gérer cette situation avec mes collègues parce que rien n'était clair, comme le cas de la Covid-19. On avait des nuages nucléaires. C'était pas facile du tout de comprendre la situation. On n'était pas expert en matière de nucléaire. Beaucoup de ressortissants étrangers ont quitté le Japon pendant la première semaine. Je me rappelle à cette époque qu'à peu près 250 000 étrangers ont quitté Tokyo pendant la première semaine. C'est-à-dire les gens passaient la nuit à l'aéroport pour quitter le Japon. Mais pour nous, en tant qu'ambassade, on voulait témoigner de notre solidarité vis-à-vis du peuple japonais. Alors, on a décidé de rester. Et on n'a pas demandé à nos ressortissants de quitter le Japon. Pour nous, c'était une décision à haut risque, à très haut risque, mais parce qu'on voulait montrer notre confiance au gouvernement et au peuple japonais à cette époque, parce que les relations entre les pays se font généralement et se basent sur la confiance. Le Japon nous a donné toutes les informations et on s'est fié à ces informations et on a décidé de rester. Et ça a été énormément apprécié par les autorités japonaises d'être à côté d'eux pendant cette crise majeure. Et de leur faire confiance surtout. Absolument. Et on a octroyé des aides, on s'est déplacé dans les zones sinistrées, on a organisé des concerts aussi, des concerts de charité pour les zones sinistrées. Et pour nous, la Tunisie est un pays qui n'a pas beaucoup de moyens. Mais il a les moyens de ses ressources humaines et cette gestion de crise a permis vraiment une amélioration dans les relations bilatérales.
La troisième crise, c'était ici, à Strasbourg. Bien évidemment, je ne parle pas de l'attentat du 11 décembre, je crois, qui a eu lieu à Strasbourg. Juste à côté de nos locaux. C'était une crise aussi majeure, mais la pandémie et la Covid-19 a représenté pour nous le défi le plus grand. Parce que tout défi qui n'est pas connu, qui n'est pas cerné, c'est difficile de réagir. Et il faut avoir beaucoup de patience, beaucoup aussi de recul pour pouvoir agir à temps. Et ne pas tomber dans le piège de ce qu'on appelle de panique en général, parce que ce piège ne permet pas à une personnalité publique, politique ou diplomatique de se comporter convenablement. Pour nous, on était présents. On était présents ici à Strasbourg. On travaillait plus que pendant la période normale. On était à l'écoute 24 heures sur 24. On a installé depuis le premier jour une cellule de crise au niveau du consulat général. 3 personnes étaient impliquées pendant 24 heures, les jours fériés compris. On a donné des aides financières, on a essayé même on a envoyé des sacs alimentaires par le consulat à des personnes en détresse. C'est-à-dire, on n'a pas demandé aux personnes de venir au consulat pour récupérer leurs aides, mais on a envoyé des chauffeurs du consulat pour faire le nécessaire. Pour moi, c'était les 3 grandes crises majeures que j'ai vécues pendant ma carrière. Voilà. Et qui a dû vous forger une patience et une dextérité, je pense, parce que pour pouvoir justement régler tous ces soucis-là, vous avez dû mettre en avant vos compétences que vous avez dû peut-être apprendre pendant vos formations. Et en fait, justement, je bascule sur la deuxième question. Est-ce que toutes ces compétences-là, vous les avez acquises durant vos formations? Ou alors, est-ce que c'est ces différents événements qui vous ont forgé de nouvelles compétences en gestion, en management, en communication, par exemple? Je pense qu'on n'est pas né diplomate. En fin de compte, la vie est un apprentissage. Bien évidemment, lorsque vous êtes un enfant d'ambassadeur ou d'un ministre ou d'une famille qui a travaillé dans la politique, vous avez certains réflexes. Mais ce n'est pas nécessaire parce que parmi les plus grands diplomates du monde n'appartenaient jamais à des familles de politiques ou de diplomates. Je prends l'exemple de Nelson Mandela ou le président Bourguiba qui était un très grand diplomate. Il était au début Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères. Il côtoyait les plus grandes personnalités du monde. Il n'appartenait pas à une famille politique ou diplomatique. Mais c'est un apprentissage au quotidien. Et je rebondis ce que vous avez dit sur le mot forger. Je pense que chaque jour, on apprend. Et à force de forger, on devient forgeron. À force de s'impliquer dans votre vie diplomatique, vous devenez un excellent diplomate. Alors, il y a quelque chose qui m'a surpris. 5-6 langues, vous avez dit à peu près? C'était ça? 6 langues, oui. 6 langues. Est-ce que c'est obligatoire pour être consul? Pour notre ministère des Affaires étrangères, 3 langues sont obligatoires. D'accord. La langue maternelle et 2 autres langues. Mais les autres langues sont un atout. Pour moi, c'était un atout personnel parce que j'étais toujours honoré et très heureux lorsque je suis dans des villes comme Strasbourg, qui est capitale européenne, mais aussi capitale internationale. Lorsque je suis au Parlement européen ou au Conseil de l'Europe, je peux communiquer avec des centaines de millions de personnes, des représentants de centaines de millions de personnes. Je peux parler avec l'Autrichien, avec l'Allemand, avec le Suisse en allemand. Je peux parler avec les pays francophones en français. Je peux parler avec les pays des Balkans en serbo-croate parce que
En Croatie, on parle croate, en Serbie, on dit on parle serbe, et en Bosnie, on parle bosniaque, mais c'est la même langue. D'accord. En espagnol, vous avez toute l'Amérique latine. Alors, lorsque vous travaillez dans des capitales diplomatiques où il y a des organisations internationales, la langue est un instrument très important qui peut vous donner des ailes. Je pense que ça peut rajouter aussi un côté un peu plus intime entre les relations si on échange avec directement leur langue natale. Parce que si je prends l'exemple maintenant vous m'avez parlé de l'Amérique du Sud, c'est vrai que je pense, ou alors même avec le consulature qui s'est déplacé, avec la langue natale que moi j'ai également, qui est la langue turque, c'est vrai que j'ai l'impression que les relations sont beaucoup plus intimes quand on communique justement avec la langue maternelle de la personne. Donc ça confirme un petit peu les pensées que j'avais sur ces échanges. Absolument. Lorsqu'on voit l'expérience en Alsace, les Alsaciens, généralement, sont bilingues. C'est plus facile d'approcher un Allemand en allemand que de lui parler en anglais. Tout à fait. Parce que derrière la langue, il y a beaucoup de choses. Il y a le culturel, il y a la réduction de cette distance culturelle, juridique, économique. Il y a la langue, c'est un instrument véhiculaire de valeur aussi. Parce que lorsque vous connaissez la langue, vous connaissez les valeurs d'autrui. Et lorsque vous connaissez les valeurs d'autrui, vous les respectez. Et lorsque vous les respectez, vous avez une place privilégiée chez cette personne. Ma dernière question, avant de clôturer cette masterclass, c'est la question que je pose à tous nos invités, c'est quel conseil est-ce que vous donneriez à nos étudiants qui seraient en phase de terminer leur master, pour certains? Quel est le meilleur conseil que vous pourrez donner en tant que consul ou en tant que personne? Le meilleur conseil, c'est de s'ouvrir, de voyager et de ne pas voyager en all inclusif. Il faut aller chez les habitants, il faut apprendre, il faut comprendre comment les autres vivent, quelles sont leurs contraintes. Et lorsqu'on comprend les êtres humains, comment ils vivent, tout est facile pour nous d'avancer. Parce qu'en fin de compte, moi, avec mon expérience très modeste, tout au long de mes voyages, j'ai senti que les besoins sont les mêmes, en quelque sorte. Le besoin de sécurité, les besoins matériels, les besoins sanitaires, tout le monde le partage. Si on arrive à comprendre ces besoins et on arrive à respecter les autres, on peut que réussir dans la vie. Et réussir dans la vie, ce n'est pas des choses théoriques qu'on apprend chaque jour, mais plutôt d'être à l'écoute toujours des autres. Et puis lorsque vous êtes à l'écoute des autres, on sait bien dire les choses. On peut avancer. L'empathie également, je pense. Bien sûr, oui. Bien sûr. Très bien. Je vous remercie en tout cas pour cette masterclass. À très bientôt, en espérant, et je vous souhaite une très bonne journée. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui, merci beaucoup. Retrouvez cette masterclass sur notre chaîne YouTube et à la prochaine. Bonne journée.